Merci beaucoup pour cette invitation. Euh, je pourrais dire revenir à mes anciennes amours, effectivement, parce que s'il est vrai que j'ai fréquenté la censure, si on peut fréquenter la censure, ça a été une longue fréquentation d'une bonne quinzaine d'années, mais qui, sur le plan de ce qu'on appelle la recherche, c'est à peu près arrêté il y a, désolé de vous le dire brutalement comme ça, mais il y a une bonne dizaine d'années, avec le dictionnaire de la censure en 2006. C'était un peu par hasard, en fait, que je m'étais retrouvé dans la censure, si je peux m'exprimer ainsi, et c'était avant, sans doute avant que quelques-unes ici ou quelques-uns ne soient nés. C'était en 1988. J'enseignais à l'Université de Toronto à l'époque et j'étais en sabbatique à Ottawa. Puis je faisais des recherches sur le journal Le Canadien pour découvrir ce cas de censure vraiment intéressant en 1810. La seule chose dont je me suis avisé un peu tard, c'est à peu près tout le monde était au courant, sauf moi. Mais c'est quand même à partir de là que la question m'est apparue de plus en plus intéressante. Et, comme c'est souvent le cas dans ma vie, une superbe naïveté m'a toujours bien servi parce que j'ignorais l'ampleur du travail à l'époque. Et avec le dictionnaire, c'était vraiment le terminus, si je peux dire. Ce que j'ai pu faire sur la censure, c'est vrai que c'est jusqu'aux années 60. Et pour tout vous dire, je retourne toutes mes cartes. Pour tout vous dire, il me paraissait tellement complexe après les années 60 que c'est là que l'idée du dictionnaire m'est venue pour m'en dépêtrer, si on peut dire, et me rendre jusqu'en 2000, mais d'une autre façon que de faire un troisième tome à une histoire de la censure. Finalement, je suis en train de compter ma vie. Euh, une dernière chose quand même. Oui, c'est vrai, depuis ce temps, c'est Louis Dantin qui occupe mes jours, pas mes nuits encore quand même. L'édition de sa correspondance, il y a un tome qui est paru avec Alfred Desrochers en 2014, puis il y en a trois autres qui s'en viennent. C'est 3000 lettres, en tout cas, cette correspondance-là, mais surtout, c'est un fonds que je me sens privilégié de fréquenter, le fonds Louis Dantin. Vraiment, c'est une chance de, je n'appelle même pas ça de fin de carrière, de prolongement de carrière dont je me réjouis beaucoup. J'avais quand même effectivement euh, posé, je ne sais pas mes conditions, mais en tout cas, moi, des restrictions quand tu m'avais demandé de, 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 de faire cette présentation-là, parce qu'effectivement, pour la période post-1960, je connais bien quelques cas. Je les ai fréquentés un peu, mais s'agissant de la judiciarisation, d'ailleurs, j'ignorais qu'il y aurait un spécialiste de la question ici. Me voici stressé. Mais j'avais quand même vérifié des choses avant, mais ce n'est pas mon champ de spécialité, on se le dit. S'agissant donc de la judiciarisation, c'était effectivement l'entente qu'on avait prise que je tenterais d'expliquer comment effectivement le passage de la censure cléricale à sa judiciarisation s'est produit et l'effet des crime comics sur ce passage-là, parce qu'on se demande souvent comment ça se fait que la censure cléricale s'est éteinte. On sait qu'il y a des mouvements, des forces des années 60 et encore. Tu sais. Donc, ma thèse, si jamais j'en ai une thèse, c'est celle des crime comics qui ont véritablement érodé la censure cléricale. Euh, dans certaines présentations comme ici, je me sens devant un peu comme l'approche super C, comme je l'appelle dans mon petit monde intérieur. C'est-à-dire que j'hésite souvent entre une causerie, une conférence, communication, cours, et j'ai éliminé conférence et communication, vous vous doutez pourquoi, pour adopter le mode, on va l'appeler causerie, presque un cours, mais je n'ai pas la prétention de vous enseigner grand-chose, là, mais vous comprenez le régime pédagogique, plutôt que le mode, bref, je n'ai pas de texte, ça. Mais je pense que ça va aller quand même dans le mode causerie, conférence, puis j'ai beaucoup de diabos. Je vais donc, ça n'a aucun rapport, hein, le fou défendu, mais je trouve ça tellement beau. C'est un tableau du fin 19e, puis je voulais que ce soit l'illustration du premier tome sur la censure qui se rend jusqu'en 1919, mais c'est un tableau d'un Ontarien, un anglophone. Ça ne marchait pas tout à fait. J'étais tellement déçu quand j'ai vu que c'était un anglophone qui l'avait fait, pas parce que c'était un anglophone, mais parce que je venais de perdre ma merveilleuse page couverture. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, mon but principal, c'est effectivement de
de proposer comme passage de la censure cléricale à la censure judiciaire le rôle majeur des comic books et en particulier des crime comics. Celui-ci, d'ailleurs, je vais avoir plusieurs, comme on dit, des disclaimers, là, on dit ça en français, des, tu sais, des petites notes en bas d'un contrat d'assurance où tu te décharges. Des clauses. Ben, voici une première décharge. J'ai dit que je n'étais pas juriste, puis en plus, je veux dire que je ne suis pas spécialiste. Je déteste le mot de toute façon, mais il n'y en a pas d'autre. Des comic books non plus, parce que c'est un monde dans les comic books. Donc, pour moi, ce sont des adjuvants pour me permettre de comprendre l'évolution de la censure. Donc, sur les crime comics, s'il y en a qui en connaissent plus, vous pourrez m'éclairer, tout simplement, c'est ça que je veux dire. Alors, le rôle majeur des comic books, et en particulier des crime comics, dans l'évolution, la transformation, je devrais dire, de la censure. Mais même si je parlais d'une causerie, d'un cours, j'ai quand même un plan. Alors, dans un premier temps, puis là, je vais essayer d'être bref, parce que sinon, c'est un cours de 45 heures, vous en doutez bien, que j'ai donné quelques fois. Bref aperçu de la censure cléricale de la Nouvelle-France en 1960. J'essaie de faire ça en 5 minutes. Ensuite, censure et procès au 19e siècle, parce qu'il y a quand même là des cas de judiciarisation, Méplait, Bédard, Filiatro. Et j'arrive au cœur du propos, l'effet termite des crime comics, de Victoria à Ottawa, les demandes du Québec et la loi sur l'obscénité. Les conséquences immédiates de cette loi sur l'obscénité, les 3 procès, la mort de Lady Chatterley, Histoire d'eau et le mal des anges. Je vais aborder aussi quelques autres cas de censure post-1960 et terminer avec cette conclusion qui apparaît peut-être sibylline ou très claire, j'ai aucune idée, encore Platon. On n'échappe pas à Platon. Alors, bref aperçu des étapes de la censure cléricale. Je l'ai commodément, dans ma compréhension, en tout cas, de la censure cléricale, divisée en 4 parties. Avant 1764, donc avant l'apparition de l'imprimé, d'une presse. Bon. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, là, il n'y a pas de censure organisée au Québec. Là. La censure n'est pas descendue du ciel en même temps que sont arrivés les Jésuites puis les Récollets. Pas du tout. C'est une censure épisodique, une censure qui se fait au cas par cas, eu égard au peu de membres du clergé puis à l'ampleur du territoire. Le premier cas connu, en tout cas que je connais, c'est celui de l'Anti-Coton, un pamphlet justement contre le père Coton, et qui a été, évidemment, c'est pas un ouvrage québécois, il n'y a pas d'ouvrage québécois, il n'y a pas de presse encore, mais qui a été brûlé sur la place publique en 1625, ce sera le premier cas de censure connu. J'ai appelé ensuite 1764-1840 la période d'apprentissage, Bildungsroman de la censure. C'est-à-dire que le clergé n'est pas encore bien organisé, et se retrouve vraiment avec des ennemis sur le plan de l'imprimé, avec l'apparition, bien sûr, de la presse, des gazettes Québec, pas tant Québec que Montréal. Période d'apprentissage où le clergé est obligé de s'adapter à une nouvelle réalité qu'il a beaucoup de peine à contrôler. Et les 2 cas sur lesquels je vais m'arrêter très rapidement, ce sont justement 2 cas qui peut-être démontrent l'impéritie cléricale parce que le clergé, dans ces 2 cas-là, a dû s'acoquiner au pouvoir civil pour interrompre ces 2 journaux-là. L'ère 1840-1914, c'est vraiment vraiment le triomphe de la censure proscriptive, particulièrement avec Monseigneur Bourgette, dont on sait qu'il était particulièrement actif dans le domaine. Mais il ne faut pas oublier Monseigneur Bruchézy, qui est une sorte d'excité de la censure, si on peut dire, et qui tire sur tout ce qui bouge. Et je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'il s'est retrouvé dans une sorte de burn-out épiscopal, mais les 10-15 dernières années, il n'a vraiment pas pu exercer son ministère. Mais Monseigneur Bourgette, un peu moins Monseigneur Fabre, mais particulièrement Monseigneur Bruchézy, ont été les maîtres d'œuvre de cette censure proscriptive. À partir de 1904, ça devient compliqué. 4, ça peut être 5 et demi, là, vous comprenez. À partir de 1904, là, la chose devient plus compliquée parce que les journaux à grand tirage apparaissent, libres parce qu'ils ont la publicité, donc ils sont commercialement beaucoup plus libres. Des mauvais écrivains commencent, surtout des journalistes, commencent à écrire des mauvais romans. Arsène Bessette, Rodolphe Girard, bien sûr, Albert Laberge.
Et le clergé change, à mon avis, de stratégie à ce moment-là. Il instaurare omnia in Christo. Tout instauré dans le Christ, c'était le mot d'ordre du pape, je ne sais jamais lequel, au début du siècle, et c'est vraiment ce que le clergé tente de faire ici, d'instaurer tout dans le Christ, donc d'avoir une censure prescriptive. À preuve, c'est la naissance des mouvements d'action catholique, première manière, de l'ACJC, de plusieurs groupes comme ça qui essaient vraiment de contrôler le discours en amont plutôt qu'en aval. Et c'est ce qui fait qu'il y a un seul cas de censure dite officielle durant cette période-là. C'est le cas des demi-civilisés de Jean-Charles Harvey. Par contre, durant la période, une revue comme Lecture, faisant un bel écho à l'abbé Bethléem, va, à partir de 1943, ça c'est sur mes fiches en 1943, va coter tous les ouvrages québécois qui sortent, des cotes évidemment non pas tant esthétiques que morales. On pourrait dire, et là je termine pour cette présentation-là, on pourrait dire dans le fond que la censure est plus forte en 1840-1914 parce qu'on a 38 cas et 3 ouvrages mis à l'index. Mais il y a au moins une chose que la censure m'a apprise, c'est de me méfier de l'harmonie. Et cette harmonie fait en sorte qu'effectivement, il y a un cas de censure, mais ça ne veut peut-être pas dire qu'il n'y a pas de censure. Bien au contraire, ça vous vous en doutez bien. Alors voilà donc ce bref aperçu de la censure cléricale. C'est ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant, je pense. Avant d'aborder la question des comic books, des crime comics, je voudrais quand même revenir sur au moins trois moments importants dans l'histoire de la censure où, effectivement, il y a eu judiciarisation, il y a eu un pouvoir judiciaire qui ont sévi contre, dans les 3 cas, 3 journaux. Des cas qui sont bien connus, sur lesquels je n'insisterai pas. Le premier cas, c'est celui de la Gazette littéraire pour la ville et district de Montréal, Fleury-Méplet, et c'est une gazette, je ne sais pas, la connaissez-vous? Je vais quand même dire un petit mot dans ce cas-là. Bernard pourra en parler abondamment, d'ailleurs. Oui, c'est ça, les deux. Bon. Ben oui, mais il était lui l'éditeur. Bref, il y a une sorte de connivence. Oui, on a beaucoup travaillé cette gazette que nous avons, on va dire nous, hein, c'est bon ça, que nous avons éditée en édition, on peut quasiment dire critique, avec Jacques Cottenham et Nova Doyon. Donc, vous pouvez l'avoir in extenso. C'est une gazette extraordinaire. 1778, 1779, mais surtout, c'est une gazette voltairienne. Méplet et Jotard arrivaient tu m'aideras, parce que je n'avais pas prévu de Philadelphie. C'est Benjamin Franklin qui les avait envoyés, hein? C'est ça. Et bien sûr, ils avaient comme une petite mission post-révolution américaine, et ils arrivent tout imbu de leur philosophie voltairienne qu'ils diffusent dans la gazette littéraire. Mais vous comprendrez que c'était une philosophie non grata, entre autres, là, et ce qui fait en sorte que le gouverneur Haldimand, Frédéric, a saisi la Gazette et a emprisonné Méplet et Jotard pour 4-5 ans? 4 bonnes années. Hein? Sans procès, tout à fait. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, et ça c'est la correspondance qui nous dit ça, c'est que à l'époque, le clergé écrit à Haldimand pour montrer les exactions de cette gazette-là, mais n'est pas capable lui-même, n'a pas le pouvoir d'agir contre une telle gazette. Et c'est finalement Haldimand qui va faire la job du clergé, si on peut dire, et qui va faire saisir et emprisonner nos 2 amis. Le Canadien, la Gazette, c'était le premier journal en français, mais pas le premier journal canadien dans le sens de gens nés au Canada. Le Canadien, ça c'est le premier journal vraiment en 1806 qui est fondé par des Canadiens et en particulier Pierre Bédard. Le cheval de bataille, si je peux dire, du Canadien, surtout avec un gouverneur malfaisant comme James Craig, le cheval de bataille du journal Le Canadien, c'est la liberté de la presse. Se trouve dans le Canadien vraiment une défense et illustration extraordinaire, je dirais pour l'époque, de la nécessité
de la liberté de la presse en regard des pouvoirs du gouvernement. Mais encore là, le Canadien étire la sauce. J'en passe, là, puis surtout ce qui va faire déborder la chose, c'est une chanson, mais je ne m'embarque pas là-dedans. Si bien que, encore une fois, les presses du Canadien sont saisies et Pierre Bédard, ainsi que d'autres, sont emprisonnés. Lui passe 1 an en prison après ça, on veut le faire sortir, mais c'est lui, je me souviens bien, qui ne veut pas. C'est ça, il ne veut pas. Il refuse. Parce qu'il va avoir un procès, justement. puis je vois la scène où quasiment on le pousse en dehors de la prison. Alors ça, c'est notre deuxième cas. Et là aussi, il y a eu collusion, c'est un mot très connu, collusion entre le pouvoir religieux et le pouvoir civil, parce que Monseigneur Plessis a même lu en chair, de même que les autres prêtres, la proclamation de Craig concernant l'arrestation du Canadien. Donc, c'est pas peu dire. C'est pas peu dire. Je fais un bon kangourouesque dans le 19e siècle avec Canada Revue d'Aristide Filiatro, 1890-91. Aristide Filiatro, c'est vraiment un franc-tireur. C'est véritablement quelqu'un qui veut combattre le cléricalisme, c'est-à-dire les excès du clergé, particulièrement dans le domaine de l'éducation. Ça va devenir d'ailleurs un des fers de lance de plusieurs journaux ou revues plus tard. Et là aussi, Canada Revue se retrouve à dépasser les bornes parce qu'il fournit à ses lecteurs des livres sur lesquels le clergé n'a pas de contrôle, et pas surtout, parce qu'il y a toujours un prétexte là-dedans, Canada Revue va commencer à publier en feuilleton Les Trois Mousquetaires, qui n'était pas une bonne idée, eu égard à Alexandre Dumas et à sa cote morale. Alors, voici par exemple, ils annoncent Les Trois Mousquetaires à fanfare et trompette, mais c'était un des éléments qui a fait en sorte que l'évêque de l'époque, Monseigneur Fabre, a décidé de sévir. Il n'y a pas encore de judiciaire, vous allez voir, ça va arriver après dans ce cas-là. Ça, c'est une lettre, retranscrite assurément, une lettre de Monseigneur Fabre à la congrégation de Rome où il explique pourquoi il a fait saisir, il a plutôt condamné le Canada Revue. Je vous lis juste le début. Le 29 novembre 1892, je crus mon devoir de condamner nommément 2 feuilles périodiques publiées dans mon diocèse. L'une d'elles, c'est Canada Revue, qui était la plus importante. Le ton de persiflage de ces feuilles à l'égard des choses saintes et de l'autorité ecclésiastique, les scandales de toutes sortes qu'elles se faisaient comme une mission de dévoiler et de publier, blablabla, vous avez compris le reste, je peux quasiment l'écrire vous-même. Mais ce qui m'intéresse dans cette lettre-là, c'est la page suivante. Parce que là, on commence à toucher véritablement à une des questions, je pense qu'on va suivre jusqu'à la fin. Dans le protet qui me fut signifié, parce que Monseigneur Fabre a interdit la revue en vertu des lois de l'index, mais Filiatro lui intente un procès. Là, c'est un autre renversement. Ce n'est pas une collusion, c'est plutôt Filiatro qui va récupérer un pouvoir judiciaire qui intente un procès à Monseigneur Fabre, phénomène unique. Monseigneur Fabre est obligé d'aller témoigner en cour. Un procès alléguant qu'il a outrepassé ses pouvoirs religieux, si on peut dire, en condamnant cette revue-là et en l'acculant à la fermeture, parce que ça lui enlevait ses abonnés. Alors, Monseigneur Fabre explique à Rome l'enjeu de cette question-là dans le paragraphe qui suit. Dans le protet qui me fut signifié, on m'accusait de 2 choses, savoir, 1, d'avoir condamné le journal sans raison suffisante, 2, d'avoir agi malicieusement et pour nuire au journal lui-même et causer sa ruine. Par mes avocats, je répondis d'abord en récusant la compétence, et ça, le cœur est là, en récusant la compétence du tribunal civil pour juger de la valeur des motifs qui m'avaient amené à condamner la revue. C'était diminuer les chances de succès devant une cour qui devait se prononcer d'après le droit civil qui nous régit et non d'après la loi canonique, mais c'était aussi sauvegarder les droits les plus sacrés de l'Église, etc. Donc, vous voyez, l'enjeu de ce procès-là, il est majeur. Il est majeur et qui va l'emporter? Monseigneur Fabre. Monseigneur Fabre, parce qu'effectivement, Filiatro va perdre sa cause. Et si jamais vous voulez vous amuser à lire tout ça,
le procès dans ce livre est retranscrit dans ce document d'à peu près 400 pages. Et vous avez tous les témoignages, autant de Louis Fréchette que du Camelot, c'est vraiment intéressant. Bon, chacun a ses plaisirs, là, mais c'est vraiment intéressant. Donc, c'est la grande cause ecclésiastique. Le Canada revu contre Monseigneur Fabre, procédure, preuve, etc. Montréal, 1894. Alors, après cette petite présentation de la censure globale, puis de ces trois cas-là, quand même importants sur le plan judiciaire, là, je m'approche donc, pour pas dire que je suis rendu, de mon objet, c'est-à-dire les crime comics et leur effet sur la censure cléricale de 1945 à 1960, l'effet termite. Alors, l'effet termite des crime comics de Victoria à Ottawa, les demandes du Québec, le Québec a toujours des demandes particulières, et la loi sur l'obscénité. D'abord, l'apparition des crime comics, je pourrais dire l'envahissement des crime comics, et quand on parle d'américanité, on n'en parle peut-être pas assez de ces crime comics-là qui traversaient la frontière à qui mieux mieux, ben pas tout seul, là, il y avait de l'aide, à qui mieux mieux, soit sous forme de plaques qu'on réimprimait ici, ou encore par volume carrément. Donc, c'est un élément important dans toute cette question d'américanisation ou d'américanité. Alors, généralement, on fait remonter, généralement, ben, comme je vous dis, là, je suis loin de mon objet, mais à Tarzan, peut-être le plus important des comics, et particulièrement des Action Comics en 1933. Au Canada, il y a un essor de la BD canadienne durant la Seconde Guerre mondiale. Parce que, pour des raisons que je comprends à peine, mais qui sont d'ordre de change, le papier ou les livres provenant des États-Unis ne peuvent plus entrer au Canada. Ce n'est pas une question de censure de contenu, c'est une question de change que je ne comprends pas. Puis, ce que je comprends surtout, c'est que les comic books aux États-Unis sont obligés de rester là. Et c'est ce qui fait qu'à partir de la Seconde Guerre, en 1939, il y a un essor de la BD canadienne, comme d'ailleurs il y a eu un essor de l'édition littéraire, mais pour d'autres raisons, pas pour les mêmes raisons. Mais dans les deux cas, on a un phénomène d'essor de la BD. Particulièrement Maple Leaf Publishing, évidemment ça fait très canadien, là, ça, et Commercial Signs. Je vous donne quelques... Alors, et la fin de la guerre va entraîner le déclin de la BD canadienne. Ça a eu le même effet d'ailleurs sur l'édition littéraire. Plusieurs éditeurs se sont retrouvés en faillite après cette explosion de l'édition entre 39, 40 et 45. Un déclin de la BD canadienne, une explosion de la BD aux États-Unis et une réimpression massive au Canada. Autrement dit, c'est vraiment après la guerre que les comics, et en particulier les crime comics, commencent à entrer par milliers, pour ne pas dire par millions, selon en tout cas ses détracteurs, commencent à entrer par millions au Canada. C'est là que les problèmes commencent. Je vous donne quand même quelques exemples de ces comics en question. Le Wow Comics, Dime Comics, True Crime, Crime Does Not Pay. Et celui-là de tantôt, ça c'est de 1954, c'est un anachronisme voulu, mais c'est parce que cette couverture du Crime Suspense Story, celle-là en particulier fait l'objet d'un procès aux États-Unis, je pense en 1954. Donc, je trouvais que ça nous mettait dans l'atmosphère. Ah, ben tiens, pourquoi pas. J'ai mis une petite flèche là pour que vous voyez bien le gars pendu à droite. Il ne faut pas le manquer quand même. Oh, je voulais faire quelque chose, j'ai oublié. Ça aurait été cute. Vous voyez ce couple-là? Bon, ben, en 1928, il y a une annonce de Beauvril. Vous savez, le bouillon de bœuf, là. Beauvril, qui ragaillardit les gens. Puis, dans l'annonce, il y a quasiment ça, un couple qui danse, puis vous allez voir avec du Beauvril, ça revient. Et le clergé est intervenu contre cette annonce-là en 1928, qui est parue dans la presse, et la presse est obligée de la retirer. Carrément, le retirer, s'excuser en 28. Là, hein? C'était un peu annoncé comme ça, c'était un peu tendancieux, tu sais, regarde, tu aurais pu le lire comme ça. Tu sais, c'est du pré. Mais c'était aussi le couple enlacé comme ça, les jambes entrecroisées, ça n'a pas passé. Et bon, ce que je voulais faire, c'est de mettre l'autre à côté, puis le faire popper, puis de montrer la similitude entre les deux. Vous avez compris. Ça, c'est juste par coquetterie. Parce que quand on est dans le crime comics, c'est vous dire comment on est dans un autre monde.
Alors, on annonce aussi des fusils pour les jeunes enfants. Et en bas, il y a Attention, parents. These playguns are ideal for your boys and girls as they are made of wood and bang like a real gun without danger to anyone. Alors, d'en avoir contre les armes, voilà qu'on dit c'est vraiment bien, c'est comme une vraie arme, évidemment. Ça fait même un bang. C'était, ben, je ne suis pas sûr que c'était tant que ça. Autrement, ça dépend où on est. Hein? Ça, c'était pour m'amuser. La réaction du Canada anglais. L'envahissement des crime comics qui se fait après la Seconde Guerre, donc 45-46, fait l'objet d'une attention très étroite des comités de parents. Et il faut aller, c'est pour ça que j'avais tantôt de Victoria à Ottawa, et c'est un comité de parents à Victoria, BC, qui est vraiment le premier à s'organiser en 1946 pour contrer l'envahissement des crime comics. Lors d'un séjour à Victoria, je me demandais s'il y aurait quelque chose là. Et vraiment, dans les archives, tous les documents sont là. C'est vraiment intéressant de voir comment ces parents-là résistaient à l'envahissement des crime comics. Et ce document-là, que vous ne pouvez pas lire, parce que le but, c'est justement que vous ne lisiez pas, c'est un des documents qui se retrouve à British Columbia Parent-Teacher Federation, celui-ci en 1948, pour sévir contre les crime comics, trouver une façon de les arrêter. Mais c'est surtout en 1948 que se produit l'événement qui va alerter tous les parents de la Colombie-Britannique. Pas juste de l'île de Vancouver à Victoria, mais c'est en 1948 où deux garçons de 11 et 13 ans vont abattre un fermier à Dawson Creek. Un peu comme ça, ils passaient, puis par hasard. Pas par hasard, mais c'est un jeu. Boys and girls, take your gun. C'est un jeu, pow, ils l'ont tué. Mais ce qu'on a découvert dans leur chambre après le crime, c'est que c'était des grands lecteurs de comic books et de crime comics. L'un, ça a l'air qu'il en lisait 50, l'autre 30 par semaine. Alors ça a été vraiment la raison majeure qui a fait en sorte qu'il y a eu une levée de boucliers de tous les Federation Parents Teachers de la Colombie-Britannique contre les crime comics. Et c'est là qu'on a demandé un amendement au code criminel pour réussir à contrer avec plus de force ces crime comics. Avant 1949, la loi était plutôt vague. Je ne pense pas de la lire, mais coupable d'un acte criminel, passible de 2 ans d'emprisonnement, produit, vend, des matières réprimées écrites, nature obscène, vague. C'est pas précis. On va avoir le comic book, le crime comic n'est pas nommé là. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est d'avoir une loi qui nomme les crime comics. Alors les parents font pression auprès du député Fulton, à Colombie-Britannique, député de Kamloops, qui va se retrouver 2 ans plus tard à Ottawa comme ministre de la Justice. C'est important parce qu'il va se promener d'un à l'autre, puis il va mener ce dossier-là aussi à Ottawa, d'où de Victoria à Ottawa. Alors, le député de Kamloops, devant la pression des parents, propose un amendement de la loi de tantôt et qui est adopté au mois de juin 1949. Commet un acte criminel quiconque produit, imprime, publie, distribue un crime comic. Crime comic, magazine, périodique ou livre qui montre sous une forme picturale la perpétration de crimes réels ou fictifs et des événements qui sont en lien avec cette perpétration-là. Mais au Québec, on en veut davantage. Au Québec, on en veut davantage parce que on estime que le problème fondamental n'est pas celui du crime comic, mais celui de l'obscénité. Et qu'il faut inclure la question du meurtre dans une question plus globale de l'obscénité. Évidemment, on peut toujours remonter au bon vieux temps. Je ne sais pas si vous allez retrouver l'origine de cet extrait-là. Nos Canadiens tuent ou empoisonnent assez rarement leurs femmes ou le mari de quelque autre femme. Ça, c'est dans la préface de Charles Guérin, le roman de 1853, la préface de l'éditeur, où il dit bien que dans le roman Charles Guérin, il n'y aura pas de crime, là,
il n'y aura pas de crime de ce genre-là. Au Québec, au Canada, on ne fait pas ça. L'autre est tout aussi bon, c'est Fauché de Saint-Maurice, lui est moins connu, en 1868, qui écrit le roman de bas étage, le roman barbu, oui, oui, prolifère, où sont prodigués à droite et à gauche les grands coups de poignard, les duels, les suicides, les assassinats. Au Canada, l'homme de lettres doit employer toute son énergie à imprégner un cachet de pureté à notre littérature. La raison pour laquelle je dis ça, et là j'ouvre une parenthèse, parce que finalement j'ouvre une parenthèse de mon CV, c'est que j'ai eu un court groupe de recherche, je parle temporellement parlant, sur la représentation du meurtre dans le roman québécois. Si vous avez vu le livre d'Alex Gagnon sortir récemment, Alex faisait partie de notre groupe de recherche, mais sa thèse est infiniment plus vaste que les travaux qu'on avait faits. Et pendant 4 ans, on a travaillé sur la représentation du meurtre de 1837 à 1960. Et il est fort intéressant de voir cette dénégation, c'est pour ça que j'ai mis le bon vieux temps, cette dénégation de la représentation du meurtre dans le roman québécois, en gros de 1860, donc après le roman gothique, parce que ça c'est une autre histoire, de 1860 jusqu'aux années 50-60, pendant à peu près un siècle. Il y a une dénégation de la représentation du meurtre. Alors vous comprenez bien que s'il dit ça, c'est en lien avec la représentation du meurtre dans les crime comics, par où le refoulé finit par réapparaître, si on peut dire, par la littérature populaire, commerciale et à grand tirage, plutôt que dans le roman légitimé, si on peut l'appeler ainsi. Alors c'est ce qui fait qu'un certain Paul Gay, je vous rappelle que la loi Fulton, c'est en 49, mais au Québec, on trouve que c'est pas assez précis, c'est pas assez fort. Un certain Paul Gay, qui est un critique catholique, moral, influent. Il a écrit pas loin de 1000 articles de critique dans Le Droit, dans la revue Lecture, dans différents journaux, revues. C'est un spiritain à Ottawa. Il y en a au moins une centaine de ces articles qui traitent de censure. C'est vraiment, si vous voulez voir ce que c'est la critique morale des années 40-50, Paul Gay, c'est votre homme. Alors, Paul Gay écrit dans la revue Lecture, « Ces messieurs ont été effrayés, le mot n'est pas trop fort et il est tout à fait à leur honneur, des millions de comics qui s'impriment par année. Le dernier calcul sérieux parle de 720 millions par an aux États-Unis. Ça va pas bien à la shop, comme on dit. On dit plus à la shop. Alors, on en veut davantage. Alors, à partir des pressions du Québec, des pressions des évêques, là, j'en sors des grands bouts, mais tout ça est documenté, vous en doutez bien. Des pressions des évêques, pressions des critiques, de Paul Gay, entre autres. Alors, le Québec se joint à l'offensive. Ce qui est pire que le crime, c'est l'obscénité. Paul Gay signale les faiblesses de la loi dite Fulton sur les crime comics. D'abord, il dit qu'elle est pratiquement inapplicable. Et d'ailleurs, je ne connais pas de poursuite, là, au Québec en tout cas, relative à ces crime comics. Il note aussi qu'on a beau avoir une loi, la douane est une passoire. Et ça, je pense qu'il a tout à fait raison. Le ministère du Revenu, parce que la douane relevait du ministère du Revenu à l'époque, ne suffit pas à la tâche à cause d'un personnel limité, certes, mais aussi parce qu'il n'y a pas de loi qui prohibe la réimpression au Canada des livres interdits par la censure de la frontière. Alors, ce qui est dit en 1952, et c'est ce qui arrivera, il faudra une commission sénatoriale qui fait enquête sur le sujet, produise un texte paralégislatif qui préciserait l'esprit selon lequel les éditeurs et les imprimeurs devront rénover et assainir les revues et les imprimés de tout genre. Et Paul Gay, donc, conclut « On n'avancera pas tant qu'on n'aura pas défini l'obscénité ». Donc, cette commission sénatoriale est mise sur pied en 1952 pour pousser plus loin la loi contre les crime comics de Fulton. Cette commission se nomme le Comité spécial sur la vente et la distribution de la littérature indécente et ordurière. Et elle est présidée par le sénateur Davis afin de répondre à la demande du clergé, et particulièrement du clergé québécois, parce que c'est tous les évêques du Québec, sauf erreur, qui ont demandé que l'on aille plus loin que la loi de 49, et des groupes de pression, tel le Comité de moralité publique, en matière de définition légale de l'obscénité. Vous avez ici, par exemple, le mémoire déposé par le Comité de moralité publique, présenté à cette commission sénatoriale. C'est un mémoire d'une 20aine de pages pour une définition de l'obscénité.
Alors, c'est une sorte de commission parlementaire, en fait, c'est une commission où chacun vient déposer ses mémoires pour faire avancer la question. C'est durant cette période-là aussi, durant les années 50, que paraissent au Québec des ouvrages propres à identifier et condamner les comic books et les crime comics. Par exemple, face à l'imprimé obscène de Gérard Tessier, au milieu des années 50. Mais le plus connu, si jamais on a fréquenté ces eaux-là, c'est Guy Boulison, Livre rose et Série noire. Et là, vous avez, ça c'est toujours au même moment, au milieu des années 50, avec toute une déclinaison des bons comics, des mauvais comics, etc. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'apparaît en 1947 la revue Héros, AUTS, par Fides, qui est une façon de contrer les comics. Pas vraiment un comic, là, mais ces imprimés américains. Héros est né de cette volonté de contrer cette invasion. Alors, la morale de cette histoire, c'est qu'on passe véritablement de la soutane à la toge. Ce que je veux dire par là, c'est que le clergé s'est retrouvé dépassé. Et c'est ça qui est important. Dépassé par deux choses. Par le nombre. Là, on ne parle plus juste de quelques romans qui paraissent, mais des milliers, des millions d'exemplaires. Par le nombre, c'est trouvé dépassé par une logique commerciale, qui ne peut évidemment pas contrôler, et sans doute dépassé aussi par le fait que l'étranger vient du Sud. Donc, c'est un clergé qui ne sait plus quoi faire avec ça et qui a vraiment demandé l'aide du bras judiciaire pour contrôler ces comic books. Et à mon avis, c'est le début de la fin de la censure cléricale. C'est sûr qu'il y a d'autres faits qui se présentent dans les années 60. Il y a beaucoup de changements dans l'Église, ça, on s'entend là-dessus. Mais localement, ça me semble avoir été un élément déterminant où le clergé a quasiment dit « Aidez-nous, on n'en peut plus ». C'est pas la première fois que le clergé se retrouvait devant un cas comme ça. En 1942, la revue Life des États-Unis avait publié un reportage photographique du village de Saint-Fidèle, dans Charlevoix. Mais c'était un reportage photographique qui était préjudiciable aux Canadiens français, ça n'avait pas de bon sens. Tout le monde est agenouillé dans toutes les photos. Les commentaires sont clairs. C'est clair qu'il y a une visée, il y a un but. Et Life, c'est des millions d'exemplaires. Alors, le clergé s'est vraiment trouvé désemparé devant ça, parce qu'il était attaqué, le Priest-Ridden Province, là, et a vraiment émis une sorte de communiqué national pour essayer, sinon de contrer Life, ils ne sont pas capables, mais au moins de les condamner pour peu que cela vaille, parce que c'est une condamnation qui est évidemment édentée par rapport à Life. Alors, c'est un peu le même phénomène, si on peut dire. C'est-à-dire que ça vient des États-Unis, ça vient en grand nombre, c'est dans une logique commerciale et on est dépassé. Et Jean-Charles Harvey, il ne faut pas que je commence mes anecdotes parce que là, ça ne finira pas. Mais Jean-Charles Harvey, dans Le Jour, a pris ce reportage-là, l'a traduit en français sans les photos, il était bien content de son coup et le Jour s'est vu réprimandé aussi pour la même raison. Mais Jean-Charles, c'est Jean-Charles. Alors, c'est pour ça que je parle de l'effet termite, parce que c'est tous ces petits millions de crime comics qui finalement vont saper les fondations de la censure cléricale qui se trouvent vraiment devant une impuissance, une impéritie, une incapacité d'agir et qui s'en remet à une autre forme de pouvoir. La loi de 1959, qui sera finalement votée, la loi sur l'obscénité, c'est la suivante, qui fait suite à celle de 49 contre les crime comics et qui a été demandée par le clergé et commission sénatoriale. Pour l'application de la présente loi est réputée obscène toute publication dont une caractéristique dominante est l'exploitation indue des choses sexuelles ou de choses sexuelles et de l'un ou plusieurs des sujets suivants, à savoir le crime, l'horreur, la cruauté, la violence. Alors ça, c'était la nouvelle loi sur l'obscénité. Mais le « et » est important, il faut les deux. Il faut les deux concurremment. Alors, ça, c'est juste par plaisir que j'ai mis ça là.
parce que c'est la même diapo que tantôt, mais avec cette chose de milieu. Les hommes noirs, bref, on n'en sort pas des hommes noirs. Les hommes noirs, c'est un pamphlet de la fin du 19e siècle, signé par 2 points d'interrogation, et qui attaque le clergé d'une manière épouvantable. Il y en a eu 2, 3 comme ça qui ont été publiés dans les années 96-97 pour des raisons que je n'expliquerai pas ici, mais qui se comprennent très bien. Et c'était les hommes noirs. On est surpris des fois de la force de ces pamphlets-là, mais j'ai aucune idée de leur diffusion. Je ne sais même pas qui l'a imprimé. Il n'y a pas de trace du tout, du tout. Il y a juste un discours. Donc, on se débrouille avec, mais je trouvais ça coquet avec les hommes noirs. Alors, ce à quoi on arrive avec la nouvelle loi sur l'obscénité, créée par la nécessité de contrer les crime comics, c'est véritablement, pour moi en tout cas, un changement de nature. Pas un changement de degré dans la censure, un changement de nature devant la loi du nombre et devant la logique commerciale. Ce qui m'amène aux conséquences immédiates, 3 procès en 1960 jusqu'en 1968 sont directement liés à l'adoption de cette loi-là. Au Québec, le procès contre l'amant de Lady Chatterley, procès contre Histoire d'eau et procès contre le mal des anges. Je vous en dis quelques mots rapidement sur chacun. D'abord, l'amant de Lady Chatterley. Il était à peu près temps qu'on ait notre procès, nous autres, à ce moment-là. Il y a eu tellement à travers le monde, je trouve qu'on était en retard. Fait que nous voici à jour. Alors, muni de mandat de perquisition, le détective de l'escouade de la moralité montréalaise va saisir l'amant de Lady Chatterley chez un libraire et de même chez deux autres libraires. Et c'est contre ces libraires, bien sûr, c'est évident, contre ces libraires que les accusations sont portées pour obscénité. Ce cas est extrêmement intéressant parce que c'est vraiment le premier où se trouve confrontée la question de l'impunité de l'art. Pour prendre le titre d'un ouvrage que vous connaissez peut-être de Jacques Souliou, qui est vraiment intéressant, L'impunité de l'art, où il traite de cette question-là au regard du juridique. C'est là qu'est posée la question, qui se posait indirectement avec Monseigneur Fabre. Pas tout à fait de la même façon, mais là, c'est l'impunité. Est-ce que l'art jouit d'impunité face au judiciaire? Je dis ça parce que ça va être un des éléments importants du procès. Alors, les témoins sont quand même certains sont connus. Remarquez que Victor Waybright, moi je ne connais pas, là. Mais Morley Callahan, ben oui. Harry Timor, je ne connais pas. Puis Hugh McLennan, ben ça, on connaît aussi. Donc, c'est quand même des témoins de renom, des témoins littéraires, des critiques qui sont appelés à la barre pour défendre le libraire et, partant, l'amant de Lady Chatterley. Alors, vous avez un editor-in-chief de New American Library of World Literature, un romancier, professeur de littérature et romancier. Ça, ben, écoutez, je me suis juste amusé à examiner les arguments de chacun. De la défense, sur le plan de l'obscénité, de la valeur littéraire, puis la couronne. Évidemment, je ne vais pas retracer tout ça. Mais si jamais vous voulez en savoir plus, j'ai une bonne source pour vous. C'est paru dans la revue de propriété intellectuelle. Mais le détail du procès, là, dans la revue de propriété intellectuelle, on ne pense peut-être pas aller là nécessairement. Donc, vous pourrez aller voir ça. Alors, en 1960, l'avocat de la poursuite, et c'est ça que je veux faire ressortir surtout, l'enjeu littéraire de la chose, de l'impunité de l'art, pour prendre le titre de Souliou. L'avocat de la poursuite présente une motion de rejet des témoignages des experts dont je vous ai parlé tantôt. Pour lui, la preuve des mérites littéraires est inadmissible. Vous avez très bien compris, donc c'est pas parce que c'est une œuvre célèbre qu'elle va échapper à la loi sur l'obscénité. Et le juge Fontaine va rendre un verdict de culpabilité. L'amant d'Lady Chatterley est déclaré publication obscène et confisquée au nom de Sa Majesté. Mais vous comprenez bien que ça ne finit pas là nécessairement. Maître Schachter interjette appel et cet appel est rejeté à l'unanimité. Et le juge Choquette, en rejetant l'appel, est ferme, toujours par rapport à la question qui nous intéresse. Dans le cas d'obscénité,
la loi n'accorde aucune immunité aux écrivains de talent et aux éditeurs respectables. Qu'on se le dise. La Cour suprême va être saisie de la question et c'est là que le jugement initial va être renversé. 5 des 9 juges renversent le jugement précédent et libèrent l'amant, quand je dis l'amant, c'est évidemment Brody, là, de toute accusation. Et ce sont surtout les propos de l'un des juges, Judson, qu'il faut retenir, parce que là se trouve pour la première fois posé l'espace qui appartient à l'art et son empiètement ou pas avec l'espace juridique. Voici son jugement. D'abord, le juge en question dit la reconnaissance du caractère obscène n'est pas le fait d'un juge ni d'un jury, mais des community standards. Je ne sais pas si ce qu'on peut dire qu'il y a un passage du droit naturel au droit positif, on peut dire ça? Pas sûr. Là, il y a des doutes. Le jury ne tiendra pas compte de ces derniers propos. Et il dit qu'on ne peut incriminer un livre sur la seule utilisation d'extraits. Et ça, c'est extrêmement important parce que la technique du démembrement, vous l'avez peut-être remarqué, c'est une technique usuelle pour la condamnation. Et voilà que la notion d'œuvre apparaît aussi dans son côté holistique, intégral, complet. Alors, c'est les community standards qui vont déterminer la nature de l'obscénité. Et on ne peut incriminer un livre sur... The question is whether the book as a whole is obscene or not whether certain passages or certain words, parts of a longer book are obscene. Et l'examen de la valeur littéraire qui avait été rejeté au début est admissible, ce qui rend par conséquent recevable le point de vue de l'auteur et d'autres personnes au sujet, comme les témoins experts que je vous ai montré tantôt. Bref, le juge va établir nettement la frontière entre le champ du juridique et le champ littéraire. Voici un extrait de son texte. I can read and understand, but at the same time, I recognize that my training and experience have not been in literature, but in law, and I readily acknowledge that the evidence of the witnesses who gave evidence in this case is of real assistance to me in reaching a conclusion. L'autre procès, c'est contre The Story of O, encore en anglais. Le 7 août, c'est encore le libraire Guy Delorme qui est intimé pour avoir à sa possession Histoire d'eau, que les policiers d'ailleurs prenaient pour une traduction de Story of O. Je pensais que la traduction originale était en anglais, croyant que la version donc est en anglais. Et là, je vais rapidement, mais c'est seulement en 1973 que, donc ça a dû s'étioler, traîner, seulement en 1973 que finalement, il y a un acquittement. Il y a un acquittement et une annulation de la confiscation. Mais ça, ce cas-là, il est assez peu documenté de mon côté. Celui-ci est assez amusant. Le Mal des anges, d'André Loiselet, qui ne souffre pas d'être trop connu, je pense, comme recueil de poèmes. C'est un recueil, d'ailleurs, c'est un pseudonyme, je pense, qui s'appelle vraiment Loiseau. Alors, je pense que c'est André Loiseau, son nom. Son pseudonyme, c'est André Loiselet. Là. Il y avait vraiment un thème là-dedans, les anges. Mais ce qui est arrivé, c'est que c'est un parent, sans doute... voulait bien faire, on va dire nono, mais on va dire qu'il voulait bien faire, qui avait acheté ça pour son jeune adolescent. Il pensait que c'était vraiment un livre édifiant. Il se rend compte que c'est pas ça du tout. C'est un livre dans la veine de parti pris. Donc, il y a eu erreur, peut-être pas sur la personne, mais erreur sur le livre. Alors, c'est lui qui a dénoncé le Mal des anges, voyant ça, pour obscénité. Alors, l'Escouade de la moralité va saisir l'ouvrage en 69, dans 120 kiosques à journaux. Et c'est Gérald Godin, là l'éditeur, la police va saisir le manuscrit, la maquette, les factures et les 3 exemplaires qui sont là. La conclusion, c'est Gérald Godin qui nous l'a dit avec éloquence. On a gagné en appel, vous voyez, j'en saute des bouts, là. Ça nous a coûté 1100 $. C'est un maudit trou. Ça veut dire qu'il y a un poète cette année qui ne sera pas publié à cause de Jean Drapeau et de son avocat Michel Côté. Messieurs les poètes, vous savez quoi faire. Quelques autres cas. Celui-là, vous le connaissez peut-être, celui de Julie Papineau. C'est en 1961 que Fernand Ouellette a écrit cette histoire, cette biographie, en tout cas une étude sur Julie Papineau, un cas de mélancolie et d'éducation janséniste. Or, c'est
c'était peut-être gentil, mais il a fait lire le manuscrit à un des descendants, le nom va arriver après, qui trouvait que c'était pas une bonne idée de montrer que Julie Papineau, finalement, avait des problèmes psychologiques avancés. Il a demandé à Ouellet de retirer son livre, de ne pas le publier. Mais quand même, le livre est publié, mais tout de suite, ils intentent un procès et la chose traîne pendant 10 ans en cours jusqu'à ce que Ouellet soit exonéré, si je peux dire. Sauf que pendant ce temps-là, l'Université Laval avait cessé l'impression et il y en a à peine quelques exemplaires qui ont été distribués. Vous connaissez le cas de Nègre blanc d'Amérique. Perquisition, encore une fois, au bureau de Gérald Godin. Alors, on saisit livres, revues, documents autour de Pierre Vallière et Charles Gagnon. Ça, c'est en 69, c'est avant les événements d'octobre, mais Vallière était déjà dans la mire, c'est évident, depuis longtemps. Et des accusations de sédition sont portées contre ces derniers. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est en bas. Là, on arrive à un summum de censure que j'ai jamais vu ailleurs. La police perquisitionne le bureau de l'éditeur, les librairies, l'imprimeur, saisit les plaques d'impression, les épreuves, et les 2 exemplaires déposés à la Bibliothèque nationale du Québec. Ça, c'est de la censure radicale, messieurs, dames. Là, on ne veut plus qu'il en reste nulle part. Ça, c'est vraiment... J'ai jamais vu ça. Non, j'ai jamais vu ça. Aller jusqu'à chercher ça, ça n'a pas de bon sens. Oui, oui, exactement. Et là, ils sont allés chercher ces exemples-là, ça n'a aucun sens. Commentaire éditorial. Si jamais la question vous intéresse, il y a un très bon mémoire qui s'intitule L'apprentissage de la liberté, mutation de la censure au Québec, de l'abolition de l'index au lendemain de la crise d'octobre. L'abolition de l'index en 1966, l'index romain. Ce qu'elle propose comme hypothèse est que les événements d'octobre 70 rétablissent une forme de censure prescriptive, mais presque tout autant l'autocensure. Et c'est ainsi qu'elle explique, elle, la fin d'une littérature engagée, peut-être exagéré la fin, puis la prééminence du formalisme, de la recherche esthétique. Mais il reste quand même que c'est une période qui mérite réflexion à cet égard-là. Vous pourrez vous reporter aux mémoires. Je n'aborde pas, c'est trop long, trop compliqué, puis il y a un dictionnaire de la censure pour ça. Le cas des Féroçois. Mais il faut aller voir ça, c'est le nec plus ultra de toutes les censures, de groupuscules, groupes de pression, religieux, judiciaires. Tout est dans tout. Tout est dans tout autour des Féroçois. Puis ce que les Féroçois attaquaient, c'était, entre autres, le dogme de l'Immaculée Conception, que Lucky Bersianic appelle l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception. Et d'ailleurs, c'est un grand jour aujourd'hui, hein, parce que le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Que ça donne bien! Les desseins du Seigneur sont insondables. C'est vraiment le 8 décembre, la fête de l'Immaculée Conception. Et c'est entre autres ce dogme-là que les philosophes abordaient. Mais pour les détails, là, il y a un article très détaillé dans le dictionnaire de la censure fait par Isabelle Boisclair des philosophes. Je tiens quand même à rétablir des choses. On s'imagine, si jamais on est intéressé un petit peu à l'Immaculée Conception, historiquement c'est intéressant, c'est pas le fait que Joseph puis Marie ils ont une relation. Non, c'est pas le fait que Jésus soit né sans aucune relation sexuelle. On s'imagine souvent que c'est ça. Pas en tout. C'est simplement que la Vierge, contrairement à nous tous, est née sans la faute originelle. Quand on est tous avec une faute originelle. Mais le corps de Marie ne pouvait pas porter Jésus s'il y avait la faute originelle. Alors, c'est la seule qui n'a pas la faute originelle. Dans ce sens-là, c'est une immaculée conception. Ça n'a rien à voir avec les scènes de baise. Alors, devant ces questions-là, surgissent trois questions, 3 étapes. Avec le pouvoir judiciaire, dans le cas de Canada Revue et Monseigneur Fabre, se posaient les limites de l'un et de l'autre. Est-ce que le pouvoir judiciaire pouvait limiter le pouvoir religieux dans le cas de Canada Revue? Est-ce que le pouvoir judiciaire peut prêter main forte au pouvoir religieux, voire le remplacer, dans le cas des crime comics et la loi sur l'obscénité? Et la dernière question, le littéraire peut-il se soustraire au judiciaire? Le procès, surtout contre l'amant de Lady Chatterley, pose cette question-là.
Alors, je conclus. Là, je me lance. Là, je vais essayer de faire mon possible. Ben, je fais depuis le début, j'espère. Avec Platon. C'est Jean-Marie Schaeffer dans Pourquoi la fiction, je crois, qui dit que tous nos débats sur l'art sont toujours un débat sur la conception platonicienne de l'art. Il exagère un peu, mais c'est pas si faux. C'est-à-dire que vraiment, une chose est certaine, c'est que la conception platonicienne de l'art est la matrice de la censure. Ça, pour moi, il n'y a aucun doute à ce sujet. Alors, est-ce que l'art est autonome ou s'il est hétéronome, en ce sens que est-ce qu'il doit répondre à d'autres normes que lui-même ou s'il ne répond qu'à lui-même? Deux citations pour nous mettre en bouche. Oscar Wilde, on se doute un peu de ce qu'il va dire. There is no such thing as a moral or immoral book. Books are well written or badly written, that is all. Et Louis Dantin, mon ami, je le cite quelque part, la grandeur de la cause ne peut être un mobile pour l'art. Elle ne peut lui servir d'excuse. L'art reste distinct, indépendant, soumis à ses lois intimes et doit être jugé à sa mesure propre. Voici la théorie de Platon sur l'art. Pas pire. Platon illustré, c'est un comic book, mais c'est pas un crime. Alors, vous le connaissez peut-être, ou vous fréquentez un peu Platon? OK, bon. OK. Pour Platon, l'univers s'organise ainsi. Un jour, nous étions tous en haut, dans le monde des idées, dans une espèce d'équilibre, d'harmonie, tout ça. Puis là, il y a une chicane. C'est vraiment le catholicisme a repris ça presque mot pour mot. Il y a une chicane, puis là, on est tombé sur la terre. Alors, on était là, il y avait le bien souverain, la vérité, la justice, puis poum, on est tombé en bas. Mais depuis ce temps-là, on essaie de remonter vers l'idée parfaite du beau, de la vérité, de la justice. Et tout le mythe de la caverne, évidemment, que vous connaissez, est construit là-dessus. C'est-à-dire que si tu es dans la caverne et que tu penses que tu vois la vérité, c'est que tu vois des ombres en réalité. C'est les ombres du soleil qui est la vérité. Alors, tant que tu es dans ta caverne, tu penses que l'ombre est la vérité. Mais si tu finis par sortir de ta caverne, tu vas monter un peu et tu vas t'approcher de la vérité. Donc, toute la moralité, toute la qualité humaine pour Platon, c'est la proximité à la vérité. Et pour lui, plus on est loin, plus on est comme, je voudrais dégénérer, c'est pas le mot qu'il emploie, là, mais disons ça comme ça. Alors, pour lui, pour Platon, l'artisan, l'ouvrier, est plus proche de la vérité que l'artiste, que l'écrivain, que le poète, comme il dit. Parce que, par rapport à l'idée, le menuisier va reproduire un premier degré de l'idée. Puis plus bas que ça, le poète, avec des mots, va reproduire le premier degré de l'idée qu'a fait le menuisier, qui était elle-même une reproduction de l'idée. Autrement dit, tu es à un deuxième degré éloigné de la vérité quand tu es écrivain. Parce qu'avec tes mots, tu reproduis une table, puis quand l'ouvrier a fait la table, il reproduisait l'idée de la table. Donc, tu es encore plus loin de la vérité, de l'idée pure, que ne l'est l'ouvrier lui-même. Alors, c'est pour ça que chez Platon, le poète, il est vraiment bas. Parce que c'est un imitateur au deuxième puis au troisième degré. Et toute la théorie de l'imitation, de la mimésis chez Platon, est une théorie qui, effectivement, est une théorie de méfiance de la mimésis. Parce que plus la mimésis est grande, deuxième, troisième degré, plus tu es loin de cette vérité-là. D'où cette méfiance chez Platon de l'imitation, de la mimésis. Et le poète, c'est celui dont on doit se méfier le plus. C'est-à-dire, c'est lui qui est le plus éloigné de l'idée, parce que c'est lui qui imite à un degré plus bas que tout le monde. Alors, c'est pour ça que dans la République de Platon, il faut contrôler le poète, parce que c'est lui qui est dangereux. Il est tellement loin, il est dans le monde des apparences, d'une imitation très loin de l'idée pure. Alors, il faut vraiment le surveiller, le contrôler. Selon Platon, le poète est imitateur de ce dont les deux autres sont des ouvriers. Tu appelles donc imitateur l'auteur d'une production éloignée de la nature de 3 degrés.
Donc, le faiseur de tragédie, s'il est un imitateur, sera par nature éloigné de 3 degrés du roi et de la vérité, et est en ce sens-là qu'il y ait non grata dans la cité de Platon, à la condition de bien dire la vérité. Et ça, c'est la caution parfaite pour la censure. Parfaite. Alors, l'imitateur n'a aucune connaissance valable de ce qu'il imite, et l'imitation est une espèce de jeu d'enfant dénué de sérieux. Les poètes sont des imitateurs des apparences de la vertu. Alors, en ce sens-là, l'art chez Platon est hétéronome. C'est-à-dire que l'art est effectivement soumis à une loi externe, qui est cette loi de la vérité, et dans la structure platonicienne, l'art est vraiment en bas. Alors, c'est en ce sens-là que l'esthétique platonicienne est une esthétique de la séparation, et non pas de l'union. Une esthétique de la séparation entre le réel et l'idée. On en a assez parlé de cette séparation-là, mais elle se manifeste dans le cas de l'art. Alors, de ce point de vue-là, toute la question de l'hétéronomie ou de l'autonomie de l'art remonte effectivement à la conception de la mimésis platonicienne, qui est une mimésis de la séparation, et où l'art doit s'inféoder à l'idée, et sinon, il est rejeté de la cité. C'est la caution même de toute la censure catholique, par ailleurs. Je passe là-dessus. Et de ce point de vue-là, que ce soit sur le plan du judiciaire, que ce soit sur le plan de la morale cléricale, la question de l'autonomie de l'art se pose dans cette structure d'être, en quelque sorte, dans cette structure globale de l'art, dans le rapport avec l'utilité ou la vérité. Je termine avec un extrait de Jules Marcotte. Je dépasse un peu mon temps, mais je ne peux pas lire ça, c'est trop bon. La littérature est inutile. Parce que dans le fond, c'est un peu ce qui se promène depuis le début. L'autonomie, l'impunité, l'utilité de l'art. Ça fait 2000 ans qu'on discute de ça. Et je ne peux pas faire autrement que de lire ça comme conclusion. Il y a une idée à la fois très simple et très dangereuse. Les idées simples sont presque toujours dangereuses, qui est propagée depuis quelques décennies par les discours sur l'art. Elle veut que la littérature, le théâtre, la peinture, la sculpture, pour ne citer que ceux-là, aient pour mission de nous rendre meilleurs, de transformer le monde, de le purger des maux qui nous accablent, afin de l'entraîner vers un avenir meilleur. Ça remonte à la catharsis aristotélicienne. Je lisais par exemple il y a quelque temps, dans le texte officiel de la Journée mondiale du théâtre, cette définition en 4 infinitifs du rôle du théâtre: accuser, dénoncer, provoquer, déranger. Le théâtre a donc pour devoir et pour effet de sortir les spectateurs de leur somnolence et de leur bonne conscience, comme on le recommandait autrefois aux prédicateurs des retraites paroissiales. L'art au service de la morale, en somme. La morale n'est plus tout à fait ce qu'elle était à l'époque, où on a inventé cette formule célèbre, mais peu importe, l'important c'est que l'art nous fasse la leçon. On aura peut-être soupçonné que mon idée à moi sur cette question est un peu différente. Je la résumerai en citant la réponse du poète américain Wallace Stevens, il avait l'excuse, pour ainsi dire, d'être vice-président d'une compagnie d'assurance, à une question portant sur les obligations du poète à l'égard de la société, he has none. Alors, on est loin du poète officiel du gouvernement du Canada, là. Il faut le répéter sur tous les tons, plus que jamais. La littérature, le théâtre, la peinture, la sculpture sont inutiles, ne servent à rien. On pourra trouver des grains de sagesse dans les romans de Robertson Davies, découvrir les premiers mouvements de la modernisation de la société québécoise dans bonheur d'occasion, réchauffer sa foi nationaliste en lisant le poème de Huron, trouver des renseignements fort intéressants sur Haïti chez Émile Olivier. Mais si on ne lit que ce genre de choses dans un roman ou un recueil de poèmes, on ne l'aura pas vraiment lu, parce que leur raison d'être ne réside pas dans ces petits profits. Ils n'offrent rien qui ressemble à une solution, à une conclusion, et je termine avec ça. Northrop Frye disait que parmi les retombées de la littérature, la plus importante après l'exploration de la langue était la tolérance. Encore faut-il l'entendre de façon radicale. L'œuvre authentiquement littéraire est celle qui rend le jugement impossible. Si vous sortez du roman de Flaubert en ayant l'impression d'avoir compris Emma Bovary et d'être en mesure de porter sur elle un jugement, de savoir ce qu'elle aurait dû faire pour ne pas tourner mal, c'est que vous n'avez pas lu un roman, mais une histoire de cas. Non, la littérature n'est pas utile. Elle est plus modestement nécessaire. Elle nous apprend à lire dans le monde ce que précisément les discours moralisateurs écartent avec toute l'énergie dont ils sont capables, la complexité, l'infinie complexité de l'aventure humaine. Alors, je lui laisse la conclusion parce qu'il me semble que cet état de l'art n'est quand même pas éloigné de toutes ces questions liées à la morale, à la judiciarisation et à ce qu'est ou peut être véritablement l'art. Merci de votre attention. J'ai dépassé mon